Euh, Déjà, bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle Capucine Garot, je suis administratrice au sein de la Fédération des maisons des lycéens et lycéennes, qui est une association euh, qui fédère les maisons des lycéens et lycéennes, qui sont encore des associations dans les lycées, qui permettent aux jeunes d'entreprendre des projets et de les réaliser. Bah, et grâce à la FNDL, ils peuvent les réaliser à échelle locale ou nationale. Et ça leur permet de s'engager. C'est un tremplin à l'engagement de la jeunesse. Ok. Est-ce que Mohamed Et est là ou pas bonjour. encore? Bonjour. Oui, désolé, je viens de retourner. Du coup, je suis connecté avec mon téléphone, donc désolé si l'image n'est pas top. Du coup, je répète, je suis Mohamed Benoufitchoun, étudiant en L1 Sciences à l'Université d'Orléans et trésorier de l'UNEF. Donc aujourd'hui, je suis ici pour représenter un peu notre association et syndicat qui est l'UNEF. Oui. Mohamed, tu m'entends? Oui, j'ai juste un méga problème parce que on adore la technologie et je suis désolé. Allô, vous m'entendez? Oui. Ok. Ah, Euh, il y a allô? tout. Oui, désolé, il y a tout qui est en train de me lâcher. Je pense, C'est Capucine, entre... c'est peut-être plus simple que tu prennes le relais le temps que Mohamed Ouais. résolve ses petits soucis de connexion. Ok. Alors, je vais demander à chacun des candidats et candidates de se présenter et de présenter où ils sont candidats et pour quelle liste. Je vais laisser commencer Judith Cartier. Eh ben, bonjour à tous. Moi aussi, j'ai eu des petits problèmes pour arriver jusque-là, mais ça semble bon. Donc, je suis Judith Cartier. Je suis candidate pour la liste Un Nouveau Souffle avec notre tête de liste qui est Charles Fournier. Et je suis candidate dans le département de l'Indre. Moi, je suis exactement dans le sud de l'Indre, dans un petit village qui s'appelle Murec-Ferrand et qui est situé en Brenne. D'accord, merci. Ensuite, Fanny Picard, je vous laisse prendre la suite. Bonjour et merci en tout cas d'organiser ce petit débat. Je trouve que c'est super intéressant de pouvoir échanger des idées de la jeunesse avec des personnes qui n'ont pas forcément les mêmes idées que nous, mais je trouve que c'est vraiment bien de nous laisser nous exprimer par rapport à ça. Donc moi, je m'appelle Fanny Picard. Je me présente sur la liste de Nicolas Forissier dans le département du Loiret. Je suis étudiante, alternante, conseillère municipale à la ville d'Orléans, donc déléguée à l'événementiel et à la vie étudiante, et également conseillère métropolitaine. D'accord, merci beaucoup. Ensuite, Yann Boulet, je vous laisse continuer. Oui, merci Capucine. Pareil, je rejoins Fanny avant de me présenter. Je tiens à remercier le FFJ pour l'organisation de cet événement. Je crois vraiment primordial de pouvoir laisser les jeunes s'exprimer dans le cadre de cette campagne et pour ce scrutin qui, on le sait, a fait l'objet de beaucoup d'abstention de la part des jeunes au fil des dernières années. Donc, merci beaucoup. Et merci à l'UNEF et à la Maison des Citoyens d'assurer les échanges. Donc, je m'appelle Yann Boulet, j'ai 25 ans, je suis tourangeau, même si j'ai passé une bonne partie de ma vie, ma courte vie pour l'instant, dans le Loiret. Je suis consultant en affaires publiques, donc j'ai récemment terminé mes études. Et je suis sur la liste de Marc Fesneau, donc, qui est ministre au gouvernement, qui est chargé des relations avec le Parlement et de la participation citoyenne.
qui est en parallèle conseiller municipal de Marchenoir, une petite ville dont il a été maire dans le Loir-et-Cher. Et je suis candidat, plus précisément en Indre-et-Loire, et encore plus précisément sur la ville de Tours. Merci beaucoup. Et enfin, je laisse Romain Mercier finir. Bien, bonsoir à tous. Oui, je rejoins tout le monde. Merci pour l'organisation de ce débat. Donc, Romain Mercier, j'ai 29 ans. J'habite à Saint-Jean-de-Bray dans le Loiret. Je suis conseiller municipal en charge des questions de santé et de handicap. Aujourd'hui, je me présente sur la liste de François Bonneau dans le Loiret. Je suis moniteur éducateur et voilà. Eh bien, merci beaucoup. On va séparer le débat en deux temps, avec d'abord un premier temps sur les enjeux de la campagne en Centre-Val de Loire. Est-ce que Mohamed est de retour ou pas? Oui, Ok. j'espère, définitivement. Vous m'entendez, vous me voyez? Oui. Du coup, rebonjour, je suis désolé pour les petits problèmes techniques que j'ai pu rencontrer, c'était pas du tout top. J'aurais donc une première question. J'aimerais savoir, du coup, pour vous, quels sont les trois enjeux que vous identifiez pour cette campagne en Centre-Val de Loire? Et j'aimerais donner la parole à M. Romain Mercier, s'il vous plaît. Oui. Donc moi, j'ai noté trois enjeux, même s'il pourrait y en avoir plus, mais trois enjeux qui pour moi sont prioritaires. Le premier, c'est la question de la santé. C'est en région, comment on incite les médecins et les paramédicaux à s'installer en santé, comment on incite les jeunes qui sortent de la fac de Tours à rester en région centre. La deuxième question, c'est autour de l'emploi. Avec la crise sanitaire et puis ce qu'on vit actuellement, et quels sont les emplois de demain, comment on accompagne les nouveaux emplois, comment la région met en place les formations qui permettent d'accompagner dans les emplois de demain. Et la troisième, pour moi, c'est une réelle question, c'est la jeunesse, avec la crise qu'elle vient de subir et qui existe encore. C'est quelle relance pour les jeunes qui ont été touchés par la perte de job d'étudiants, par ceux qui ont eu peu de rapports sociaux les uns avec les autres, qui n'avaient plus d'accès à la culture. La région fait déjà des choses, mais comment on va plus loin? Comment on lutte contre le décrochage scolaire qui risque d'arriver? Comment on lutte contre les élèves lycéens ou les étudiants qui n'ont pas pu accéder aux portes ouvertes des établissements et qui ne savent pas encore ce qu'ils vont faire de leur avenir? Voilà les trois enjeux pour moi de cette campagne. Merci. Du coup, je vais donner la parole à Yann Boulet pour répondre à la question. Ouais, merci Mohamed. Alors, je suis d'accord, je pense qu'il y a énormément d'enjeux et pas uniquement liés à la campagne. De manière globale, dans la région centre, pour toute personne qui y a vécu, vous avez beaucoup de sujets. Le premier, à mes yeux, et c'est d'autant plus vrai dans la période actuelle avec la crise sanitaire, c'est celui de gagner la bataille de l'emploi et de la formation professionnelle. On est en sortie de crise, fort heureusement, mais vous avez quand même beaucoup de jeunes qui ont été particulièrement marqués par cette crise, par ses conséquences, et qui sont en quête de nouvelles perspectives. Donc l'État a beaucoup œuvré en la matière. Il y a eu le plan Un jeune, une solution, dont vous avez peut-être entendu parler. Très concrètement, c'est 14 000 contrats d'apprentissage qui ont fait l'objet d'une aide de l'État et 10 000 aides versées pour l'embauche des jeunes dans la région. Donc c'est très concret. Et pour accompagner ce mouvement, je crois profondément que la région a tout son rôle à jouer pour créer de nouvelles formations et des formations qui sont, si je puis dire, qui correspondent aux attentes des jeunes. J'ai un ami, Hugo, qui est dans le Loiret, qui va quitter la région l'année prochaine pour aller faire son master en droit social des collectivités parce qu'il n'y a pas de formation adéquate dans le Loiret, là où il est. Et donc ça, c'est une vraie question sur laquelle on doit réfléchir. Le deuxième enjeu, c'est celui des mobilités. Comment on les rend plus accessibles et comment on les rend plus propres. Vous avez 80% du territoire régional qui est dépourvu d'une offre de mobilité collective et c'est vraiment important de réfléchir à ce schéma de mobilité, comment on le rend attractif pour tout le monde, mais aussi accessible à toutes et tous, que ce soit en métropole comme dans les villes les plus éloignées. Et enfin, le dernier enjeu,
je vais dire celui de la jeunesse, mais finalement, on parle de la jeunesse là dans ce débat. C'est plutôt un message peut-être plus théorique ou philosophique, même si ça impacte le quotidien des personnes, mais c'est de dire que les jeunes aujourd'hui dans la région centre sont particulièrement tributaires de l'endroit où ils vivent et de leurs origines sociales. Et donc, pour moi, ce n'est pas une fatalité. Vous avez beaucoup de jeunes qui quittent la région parce qu'ils n'ont pas d'emploi et pas de formation adaptée. Il faut qu'on puisse changer ça pour que la région centre redevienne une terre attractive pour les jeunes. Ce n'est pas grave s'ils la quittent, mais il faut qu'on puisse leur donner envie d'y revenir. Et donc ça, c'est vraiment un de mes combats. J'y suis très attaché. Et c'est pourquoi, à mes yeux, c'est le troisième enjeu primordial de cette campagne. Merci. Du coup, je vais donner la parole à Fanny Picard pour répondre à la question. Oui, alors vous l'avez dit précédemment, l'emploi, c'est un enjeu qui est primordial pour les jeunes et nous pensons qu'il faut une adaptation permanente, année par année, de toutes les filières que nous avons dans la région Centre-Val de Loire face aux besoins des employeurs. Il y a certaines filières qui sont en tension et il y a certains qui ne sont pas pourvus au niveau de l'enseignement. Et paradoxalement, on se retrouve avec des jeunes qui sont surdiplômés, qui n'ont pas forcément accès aux emplois qu'ils souhaitent. Je pense notamment à des bassins d'emploi qui sont totalement sinistrés, des jeunes dans le Montargois qui sont obligés de partir de chez eux pour trouver le job qu'ils souhaitent. Ils sont obligés d'aller ailleurs. Je pense que c'est vraiment pas normal que ça se passe comme ça. Ensuite, j'aime bien prendre l'exemple du Montargois parce qu'il est finalement assez frappant. Et le deuxième point que je voulais avancer devant vous, c'était sur les enjeux de mobilité. Je ne trouve pas ça normal aujourd'hui qu'il y ait que 2 ou 3 navettes entre Orléans et Montargis par jour et qu'il fallait en plus mettre 1h45 pour relier ces deux villes-là. Pour moi, c'est vraiment un des enjeux de cette région, c'est de recréer de la mobilité. Sinon, vous ne permettez pas aux jeunes de pouvoir se rendre et d'aller étudier les matières qu'ils veulent le plus librement possible. Ensuite, un enjeu sur l'accessibilité des informations de la région jusqu'aux jeunes. Je ne comprends pas que dans une région comme la région Centre-Val de Loire, il n'y ait pas une application de la région qui permette, par exemple, de mettre à disposition des jeunes tous les bons plans. On a IEPS, d'accord, pourquoi on n'a pas d'application ? C'est concrètement un des problèmes que je voulais soulever, un manque de communication accru. Je vois ça également dans le cadre de mes mandats, par exemple des mandats que j'ai exercés précédemment. J'ai été élue au conseil d'administration de l'Université d'Orléans pendant 2 ans et demi du fait du Covid. Niveau concertation, je n'ai pas été plus de 2 fois en 2 ans et demi de mandat concertée par la région pour que la région puisse comprendre quels étaient les besoins des étudiants, alors que j'étais sur le terrain. Enfin, c'était mon quotidien. Donc voilà, moi, je veux que la région fasse plus de terrain parce que c'est comme ça qu'elle comprendra les enjeux et les besoins de la jeunesse. Merci. Du coup, Judith Cartier pour répondre à la même question, s'il vous plaît. Alors, juste peut-être avant de répondre à la question, je voudrais juste revenir sur ce que Fanny Picard vient de dire. Je suis quand même un petit peu étonnée, il y a énormément de choses qui ont été faites sur le champ de la jeunesse et notamment pour aller chercher des jeunes pour qu'ils participent aux décisions qui sont prises. On en reparlera tout à l'heure. La plateforme IEPS, c'est quand même 176 000 comptes qui ont été créés. Il y a 280 jeunes en région centre, donc c'est quand même la moitié des jeunes. Il faut quand même revoir ces chiffres-là. Et puis, on reparlera du Conseil régional de la jeunesse, par exemple, mais en tout cas, c'est des outils quand même qui sont au service de la participation des jeunes et qui ont été mis en place dans le cadre du dernier mandat. Alors, si je reviens sur la participation, si je reviens sur les, sur les priorités, donc nous, il y a 3 priorités. Alors, la première, elle est sur la jeunesse, puisque il y a un gros enjeu là, à rendre désirable l'avenir pour les jeunes après tout ce qu'on vient de vivre. D'ailleurs, c'est pas fini du tout. On vit des crises qui sont en train de marquer toute une génération.
comment on fait pour que les jeunes y puissent ne pas être les parents pauvres de la crise qu'on est en train de vivre et surtout c'est eux en fait qui vont vivre les conséquences de ce qu'on est en train de vivre et notamment aussi les conséquences du réchauffement climatique. Ce sont les jeunes et les personnes les plus précaires qui vont en payer les pots cassés. Et donc, comment on permet aux jeunes de pouvoir se former, de pouvoir avoir accès aux droits. On propose pour ça plusieurs dispositifs d'une expérimentation de sécurité sociale alimentaire pour pouvoir sortir 10 000 jeunes de la précarité. On propose de donner des labels à des associations locales ou des collectivités locales pour avoir un accès aux droits systématique sur tous les territoires. On a des propositions pour l'accès à la santé, l'accès au transport, qui va permettre à la jeunesse de pouvoir avoir cet avenir qui est désirable, que ce soit dans les territoires ruraux ou dans les territoires urbains, parce que ça, c'est très important aussi, la différence qu'il peut y avoir quand on est en capacité d'être mobile, quand on est en capacité d'aller à l'université à côté de chez soi ou pas. La deuxième chose, c'est l'articulation entre l'emploi et la formation. Évidemment, il y a eu énormément de gens qui ont perdu leur emploi, des grosses difficultés d'orientation des jeunes, des difficultés de formation, vous l'avez dit, sur le territoire, avec des jeunes qui doivent partir loin, qui n'y reviennent pas, et en milieu rural aussi, des personnes qui sont diplômées et qui ne peuvent pas rester sur le territoire puisqu'elles n'ont pas de travail elles ne trouvent pas de travail diplômé. Et puis, la troisième chose, évidemment, c'est la lutte contre le réchauffement climatique. Je suis étonnée que personne n'en ait parlé auparavant parce que c'est quand même un enjeu très, très fort de notre société. Et encore une fois, qui va en payer les pots cassés? C'est les jeunes. Donc, on est évidemment plus qu'engagés avec notamment beaucoup de propositions qui sont sorties de la Convention citoyenne contre le climat dont le gouvernement n'a rien fait. Eh bien, nous, on les reprend pour pouvoir espérer répondre aux enjeux actuels de cette crise, de l'environnement et cette crise climatique. Alors, merci à vous quatre pour vos réponses. J'ai une question du public. C'était au moment de l'intervention de... excusez-moi 2 minutes. Oui, de Fanny Picard, qui est nous sommes en sortie de crise sanitaire, mais qu'est-ce qu'il en est des autres crises écologiques, démocratiques et sociales? Donc, vous voulez mon avis sur comment est-ce qu'on sort de la crise démocratique, écologique et sociale? Vous avez 2 heures ou pas? Non, comment est-ce que vous pourriez reposer la question pour qu'elle soit peut-être plus accessible et qu'on passe, qu'on puisse enchaîner sur les sujets peut-être? Je ne sais pas, ou sinon je peux y répondre, il n'y a pas de souci. Hein. Je pense qu'on peut la reformuler et à la limite voir si on fait un temps question à la fin, comme ça on pourra tout enchaîner et à la fin conclure correctement. Ça serait peut-être plus fluide effectivement pour les débats, je vous remercie. Ok, pas de souci. Alors, au spectateur qui a formulé la question, est-ce que vous ou tu pourrais la reformuler, comme ça on pourra mieux en discuter, histoire que ce soit pas quelque chose de trop global et plus peut-être précis. Du coup, je vais enchaîner sur la prochaine question. Au niveau de la majorité actuelle, sachant que on a 2 candidats qui sont 2 candidats au régional qui sont dans la liste de la région actuelle avec Charles Fournier et François Bonneau. Du coup, je vais laisser Judith Cartier puis Romain Mercier faire le bilan de la majorité. Et
et dire quelle est pour vous la principale réussite de ce mandat. Donc, Judith Cartier, je vous laisse commencer. Ok, merci. C'est pareil, j'ai peur que ça dure longtemps parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais en tout cas, ce qu'on peut commencer par dire, c'est que Charles Fournier, donc il était très investi en fait dans cette délégation jeunesse. Il s'est engagé à 200% dans cette délégation. Il est devenu chef de file des réseaux des acteurs jeunesse. Et il a travaillé pour pouvoir revaloriser, par exemple, le CRIJ, les centres d'information jeunesse, le CRAGEP, les têtes de réseau qui travaillaient sur les questions de jeunesse. C'est un des rares élus à avoir participé à toutes les réunions du CRJ, ça il faut le souligner quand même. Il a participé donc au Conseil d'orientation jeunesse avec le rapport qu'il a fait sur les initiatives de jeunes sur les territoires ruraux. Il a travaillé sur l'implication des jeunes dans les Césaires. Et puis, il a participé aussi à la plateforme IEPS, qui est critiquable, on l'a entendu tout à l'heure, mais qui est quand même une plateforme qui permet aujourd'hui aux jeunes sur l'accès aux droits de pouvoir avoir et des aides et des informations. Et le travail est énorme de pouvoir informer les jeunes sur tout ce dont ils ont droit. Et la région a mis en place aussi, évidemment, des choses très concrètes comme 50% d'un ordinateur qui va être financé, des actus régionales dans les 60 km de qu'est-ce qui se passe autour de chez moi dans les 60 km, sur toutes les thématiques, sur l'orientation, le transport, la santé, l'engagement, etc. Pour les lycéens et les apprentis, on a la gratuité des manuels scolaires, on a la gratuité des transports scolaires, on a l'appui aux actions éducatives dans les lycées et les CFA avec récemment le 100% éducation. Voilà, on a toutes ces politiques jeunesse-là qui ont permis à un certain nombre de jeunes de pouvoir recevoir des informations, de pouvoir s'orienter, de pouvoir financer des formations. Et très concrètement, aujourd'hui, on peut dire que ça fonctionne et que Charles Fournier a été tête de file dans la politique qui a été mise en œuvre. Sur la priorité jeunesse, je ne sais plus comment vous avez posé la question, la plus grande fierté, peut-être, je n'ai pas reparlé du CRJ, mais en tout cas, le Conseil régional des jeunes, aujourd'hui, il est un outil pour pouvoir permettre entre les personnes, les dirigeants et puis les jeunes de dialoguer, de donner leur avis sur les politiques publiques, de donner leur avis surtout sur les politiques qui les concernent. Et aujourd'hui, on est dans une crise de la démocratie, ça a été dit tout à l'heure dans les commentaires, c'est un outil qui doit continuer et qui doit vraiment permettre d'investir les jeunes. Alors, on a le CRJ, on a aussi les organisations de jeunes. Aujourd'hui, on a la Fédération MDL, on a l'UNEF. Il faut absolument continuer à structurer ça pour pouvoir permettre aux jeunes de participer aux décisions qui les concernent. Je vais compléter parce que le bilan d'une majorité, c'est bien une majorité. Donc, je suis bien d'accord que Charles Fournier a beaucoup participé, mais ce n'est pas le seul. Et je pense que c'est l'ensemble de l'équipe qui était à la majorité qui a porté les choses. Et juste redire à Fanny Picard qu'il y a en moyenne 7 bus par jour entre Montargis et Orléans, pas 2. Voilà. Moi, je ne vais pas refaire le bilan. Si je dois retenir qu'une chose, Judith Cartier en a parlé, c'est la gratuité, le maintien de la gratuité des manuels scolaires et la gratuité des transports scolaires. On est la première et seule région en France à l'avoir fait. C'est aujourd'hui directement de l'argent qui reste dans les foyers pour les familles. C'est environ 270 € d'économie par an, par enfant scolarisé. Et c'est un vrai don de pouvoir d'achat. Enfin, on rend du pouvoir d'achat aux familles et aux jeunes. Et pour moi, c'est une mesure phare. Alors après, on pourrait en développer plein d'autres. J'en avais retenu qu'une. Mais je peux aussi parler de la création des maisons de santé pluridisciplinaires. Je peux aussi parler effectivement du CRJ parce que j'ai travaillé avec Charles Fournier quand j'ai co-présidé le CRJ juste après la refonte du CRJ.
On a travaillé avec les jeunes, mais je crois qu'on aura l'occasion d'en parler un peu plus tard dans le débat. Merci beaucoup du coup pour ce bilan du coup de la majorité régionale. Après, je vais demander à, euh, à Fanny Picard et à Yann Boulet de mentionner pour eux quelle a été enfin, ce que vous retenez de cette mandature et s'il y a un élément phare que vous avez retenu et je vous laisserai le commenter. Du coup, je laisse Fanny Picard commencer. Merci. Tout d'abord, il y a 6 ans, la région donc la région a pour compétence, on rappelle juste pour ceux qui comprendraient pas forcément tous les tenants et les aboutissants par rapport à la jeunesse, la compétence des lycées et de l'enseignement supérieur. Il se trouve que la région avait promis de construire un nouveau lycée du côté de Châteauneuf-sur-Loire, il me semble, dans le Loiret. Les travaux ont à peine commencé. Oui, c'est ça, ils ont à peine commencé. Dans le même temps, sur le territoire d'Orléans, nous avons construit 3 nouvelles écoles et le conseil départemental a construit 3 nouveaux collèges. Je ne sais pas si c'est tout à fait normal, mais je pense que si nous sommes élus, nous mettrons les bouchées doubles pour avoir enfin ce nouveau lycée dont on manque cruellement. Et je ne sais pas ce que la région a fabriqué pendant 6 ans, mais il serait peut-être temps de se réveiller. Ensuite, projet Porte-Madeleine. Que je vous explique. En fait, le projet consiste à déplacer l'UFR de droit, économie, gestion, qui se trouve à Orléans-la-Source, en centre-ville d'Orléans. Compétences, encore une fois, enseignement supérieur de la région. La région a contribué gracieusement à hauteur de 10 millions d'euros, là où la ville a contribué à hauteur de 40 millions d'euros et le département à hauteur d'une vingtaine de millions d'euros. Est-ce que vous trouvez ça normal? Moi, en tout cas, non. Concernant les enseignements de santé sur la région orléanaise, la région a voté contre le fait d'implanter une première année de santé sur le campus d'Orléans. Je trouve que c'est inacceptable et c'est pourquoi le projet que nous portons avec Nicolas Foissier est d'implanter directement une fac de médecine à Orléans. Là, il faut arrêter. Nous sommes une capitale régionale, nous avons besoin de médecins, nous avons besoin d'une faculté de médecine. Il faut arrêter de laisser cette guerre entre les universités de Tours et Orléans. Il faut que chacun se mette autour de la table et permettre à tout le monde de travailler dans une bonne entente dans le but d'aider au maximum les jeunes. Il y a énormément de jeunes qui auraient voulu faire médecine à Orléans et faute de moyens financiers, ils n'ont pas les moyens d'aller jusqu'à Tours pour faire médecine et ils sont obligés d'abandonner leurs ambitions. Je ne trouve pas ça normal et la région n'a rien fait en tout cas pour pousser ce genre de projet. Ensuite, au niveau du logement étudiant, là ça se corse aussi encore une fois. La région est censée travailler avec le Crous pour l'entretien de toutes les résidences universitaires et il se trouve aujourd'hui Est-ce que vous m'entendez? Et Fanny a planté, je pense. Ouais, c'est ça. C'est elle, hein, c'est pas nous. Ouais. Okay. On est d'accord. Ah mince. C'est embêtant. Fanny, vous avez pu vous reconnecter? Je pense qu'il y a beaucoup de zones blanches en Loire-Est pour ça. Je sais pas. Est-ce qu'on continue ou on attend Madame Picard parce que je sais pas trop. Je
propose de continuer histoire qu'il n'y ait pas de perte. Elle vient de se C'est bon, reconnecter. elle vient de se reconnecter. Ah, ok. Oui, je vous Nickel. prie de m'excuser, j'ai eu un petit problème. Moi aussi, mon réseau m'a coupé. Pas de Je ne souci. sais pas si du coup, vous avez eu les informations que je vous ai données. Je suis vraiment désolée. Je ne sais pas où j'ai été coupée, du coup, dites-moi. Un peu après la faculté de médecine que vous mentionnez, je crois. Oui, donc la région qui n'a rien fait pour promouvoir l'installation d'une faculté de médecine dans le bassin orléanais, alors que c'est une capitale régionale et qu'il y a un gros vivier d'étudiants qui sont en demande, qui a même voté contre au conseil régional lorsque des amendements avaient été proposés par mince, je vous prie de m'excuser, pas par la majorité. Le logement étudiant, pour moi, c'est une catastrophe sur la région. Ce que j'expliquais avant d'être coupée, malheureusement, c'est que nous avons des logements insalubres sur les campus universitaires, avec des bouches d'aération qui sont obstruées. J'ai encore une étudiante qui me montrait une photo. Donc, vous voyez, les petites taches noires, c'est de la moisissure. Ça, c'est les résidences universitaires à Orléans. Je pense qu'on ne mérite pas ça. Encore une fois, c'est de la compétence de la région de travailler avec le CROUS sur ce genre de problématiques. Les jeunes sont en droit d'en attendre beaucoup plus par rapport à ça. Pareil, sur le loyer, il se trouve qu'à la mairie d'Orléans, nous avons mis en place des aides et nous avons vu que la majeure partie des demandes concernaient le loyer pendant la région n'a rien fait pour demander aux syndicats de répéter parce que vous avez coupé pile au moment où vous avez dit la métropole d'Orléans a remarqué qu'il y a des demandes d'aide pour le loyer. Et ensuite, oui, en fait, nous avons mis en place des aides pour les étudiants, des aides qui étaient fléchées. Donc, on s'est rendu compte que 50% des aides qui étaient demandées étaient en fait demandées pour aider à financer les loyers. Et on aurait pensé que l'État et la région auraient pu œuvrer pour aider les étudiants à payer leur loyer ou pour demander au CROUS de diminuer les mensualités. Rien n'a été fait. Les faits sont là, hein, les chiffres sont vérifiables. 50% des demandes, c'est pour le loyer. Je vous remercie. D'accord, merci beaucoup. Alors, je laissais Yann Boulet continuer sur son bilan de la mandature actuelle et des choses qu'il a remarquées à ce sujet. Merci Capucine, en espérant que ma connexion ne plante pas comme Fanny. Alors moi, je vais être moins dogmatique et moins offensif que Fanny parce que en fait, je suis quelqu'un qui voit toujours le verre à moitié plein, contrairement qu'à moitié vide. Et je pense qu'il y a eu des bonnes choses qui ont été faites dans le cours de ce mandat. Je pense que, et d'ailleurs pas qu'au cours de ce mandat, je tiens à rappeler que la majorité en place est présente depuis 1998. J'avais 3 ans. Donc pendant 23 ans, il y a des choses qui ont pu être faites. Après, c'est à nous de dire s'il y a des bonnes choses qui ont été faites ou des mauvaises. Je pense qu'il y a eu des bonnes choses comme le chéquier Clark, par exemple, qui ont bénéficié à plein de jeunes et à des familles. Ça a fait son temps. Or, j'estime pour ma part qu'après 23 ans d'action, entre guillemets, il est temps de passer à autre chose. Pourquoi ? Aujourd'hui, vous avez 2 représentants de la majorité actuelle qui sont sur 2 listes différentes. Pour quelles raisons ? C'est symptomatique de beaucoup de divergences. Est-ce qu'une région aujourd'hui peut gouverner avec plusieurs entités politiques divergentes et surtout qui ne se retrouvent pas sur le projet ? Je pense que c'est problématique. On ne peut pas continuer sur 6 années supplémentaires. Donc voilà sur la forme. Sur le fond, je pense que les dernières années, on a senti une certaine inertie, voire un peu d'immobilisme sur beaucoup de sujets qui sont pourtant très importants, tant pour les habitants de la région, mais aussi pour les jeunes. Par exemple, j'ai beaucoup entendu parler de la gratuité des transports. C'est très symptomatique de ce que je dis. Parce que sur le papier, c'est peut-être très bien la gratuité des transports, et je pense que pour les bénéficiaires, c'est bien. Mais quand vous avez 80% du territoire régional où vous n'avez pas d'offre de transport, promettre la gratuité sans proposer une offre beaucoup plus étendue et adaptée aux besoins des jeunes, c'est totalement inefficace. Moi, quand je retourne chez ma mère, à Ouzouar-sur-Loire, au fin fond du Loiret, vous n'avez pas énormément d'offres. Donc,
vu qu'il y a Romain qui vérifie tout, je ne vais pas me lancer sur des créneaux qui seraient faussés, mais je sais qu'il y en a peu pour autant. Donc voilà, donc c'est pas uniquement l'idée de faire un procès en intention, mais c'est une vérité sur laquelle il faut travailler. Et nous, dans l'équipe de Marc Fesneau, on propose justement de revoir cette offre, de cette amplitude, de l'augmenter pour qu'elle soit adaptée au plus grand nombre. Et ensuite, on pourra discuter de tarification, etc. Mais il faut voir les choses dans le bon ordre. Voilà, je vais m'arrêter là parce que je pense qu'on a encore énormément de choses à se dire. Merci beaucoup. Je vais laisser Mouawad prendre la suite. Oui, du coup, vous m'entendez? Oui. Oui, ok, trop cool. En fait, je voulais juste savoir comment vous comptez faire pour rétablir les dialogues avec les jeunes. Et en fait, on sait que 38% des jeunes entre 18 et 30 ans sont engagés dans une association. Ça, c'est les données qu'on a de 2020. Et du coup, on voulait justement savoir comment faire pour que les jeunes puissent participer à la vie politique, alors que, comme les données le montrent, ils sont déjà très engagés. Et du coup, je voulais savoir, Fanny Picard, ce qu'elle en pensait, dans un premier temps. Oui, bien sûr. Déjà, si parmi les participants ici, il y a autant de jeunes, c'est parce qu'on nous donne quelque part la possibilité de nous exprimer, de dire ce que nous, on pense. Donc, je pense que c'est déjà un bon point. C'est vous qui nous le faites remarquer en plus ce soir en nous invitant tous. Et puis, vous voyez, je pense que la moyenne d'âge est assez basse. Je ne sais pas si j'ai précisé, mais moi-même, j'ai 24 ans. Donc, déjà, je trouve que c'est un indicateur intéressant. Ensuite, je pense que ça va passer par la présence des jeunes lors de conseils. Moi, j'ai la chance de siéger à la mairie d'Orléans, donc en tant que conseillère municipale déléguée à la vie étudiante, mais pas seulement. On me demande aussi de gérer toute la politique de la ville en matière d'événementiel. Donc, c'est-à-dire qu'on ne me demande pas seulement de parler de la jeunesse, mais on me donne aussi d'autres sujets. Et c'est comme ça, je pense qu'on est aussi valorisé. Et je suis aussi conseillère à la métropole. Et pareil, on me demande mon avis parce qu'on se rend compte aussi que la jeunesse, c'est pas forcément, c'est même pas du tout un poids, mais c'est une chance. C'est une chance vraiment. Et c'est un témoignage aussi parce que les jeunes, ils voient ce qui se passe dans leur quotidien, mais ils sont aussi démarchés par d'autres jeunes qui ne sont pas forcément de leur quotidien, et ce sont des relais de leur tranche d'âge, je pense. Ensuite, en faisant du terrain, toujours plus de terrain, se mettre à leur hauteur, écouter ce qu'ils ont à dire et surtout mettre en action quand ils ont des idées qu'il est possible de mettre en action, les écouter et les accompagner dans leurs projets. Je pense que c'est vraiment la clé de la revalorisation de la place de la jeunesse dans notre société. Voilà, je vous remercie. Merci. Du coup, je vais donner la parole à Julie Cartier. Oui, alors je sais pas quels sont... Ouais, si, c'est bon, je suis là. Je sais pas quels sont nos parcours, là, tous autant qu'on est. Moi, personnellement, je ne suis pas membre d'un parti politique. Je fais partie des personnes des citoyens engagés, comme on dit. C'est-à-dire que la liste de Charles Fournier, c'est une liste qui s'est créée il y a plus d'1 an. Enfin, c'est pas une liste qui s'est créée il y a plus d'1 an, c'est toute une dynamique, en fait, qui s'est créée il y a plus d'1 an. Il y a 600 personnes qui ont contribué, en fait, à l'écriture du programme. Et donc, moi, j'ai fait partie en fait de cette dynamique-là, et c'est la première fois que je m'engage en politique. Et en fait, on m'a donné la place de pouvoir le faire. Et j'ai un parcours, moi, où j'ai été dans des associations qui m'ont permis de pouvoir prendre ma place, qui m'ont permis de pouvoir comprendre le monde, qui m'ont permis de pouvoir porter la parole des jeunes et porter la parole des plus précaires aussi. Et donc, ça me fait dire que en fait, la participation des jeunes, ça passe par l'éducation à participer. Mais comment on fait
pour permettre aux jeunes de participer dans une visée éducative, eh ben, on investit les lycées. Pour ça, nous, on a une proposition qui s'appelle les lycées du futur, où eh ben, justement, à l'intérieur des lycées, on va créer des endroits où les lycéens ils vont pouvoir avoir la parole. Alors, c'est déjà le cas là, avec la fédération MDL, mais du coup, de pouvoir aussi avoir des relais avec des relais avec l'équipe éducative, les personnes qui sont là, les CPE, en tout cas, de pouvoir vraiment avoir toute la communauté éducative en lien avec les associations et en lien aussi avec le territoire. On va ouvrir le lycée sur son territoire pour pouvoir porter ensemble des choses. Et puis, évidemment, je parlais tout à l'heure des associations. Il y a un soutien aux associations qui font notamment ce qu'on appelle de l'éducation populaire. Les Capassos, ça a été un gros budget dans le soutien aux associations de la région. C'est quelque chose qu'on souhaite continuer parce qu'on trouve que c'est très, très important de pouvoir permettre, alors là je parle des associations liées à la jeunesse et qui font de l'éducation populaire ou qui font de l'éducation à l'environnement, qui font de l'éducation à plein de choses d'ailleurs. Mais c'est aussi des associations qui vont permettre de faire de l'éducation tout au long de la vie. Donc voilà, c'est vraiment la participation. Je vois dans le chat, la participation ne se décrète pas, elle se construit avec les jeunes. C'est exactement ça, mon propos. Et il faut être sur le terrain, il faut soutenir les associations. La région, en fait, elle ne peut pas tout toute seule. La région, il faut qu'elle soutienne les acteurs de terrain qui vont faire le travail pour elle. C'est ça. Merci. Je vais donner la parole à Yann Boulet, justement, pour répondre à la même question. Ça marche. Merci, Mohamed. Alors, je pense que sur cette question, il faut être très humble, puisque chaque personne a chacun son parcours. J'ai le mien, et chaque personne dans cette vidéo, en tant qu'intervenant ou spectateur, a le sien. Et on s'est toutes et tous intéressés à la vie politique d'une manière ou d'une autre. Et donc, je pense que j'entends beaucoup dire que les jeunes se désintéressent de la vie publique. Je pense que c'est totalement faux. Je pense que c'est un décalage entre des institutions qui sont dépassées, des institutions qui ont été longtemps figées, et un monde en évolution permanente. Les jeunes s'intéressent à la vie politique, mais ils s'y intéressent différemment que l'on le faisait il y a 30, 40 ans, je pense, sans offenser les personnes qui ont vécu cette période. Et vous avez de nombreux espaces de dialogue qui ont émergé pour permettre aux jeunes justement de dialoguer soit indirectement, vous avez des chaînes YouTube, des chaînes Twitch qui fonctionnent superbement bien, et directement, je prends un exemple avec Gabriel Attal qui est porte-parole du gouvernement, qui fait plein d'échanges en direct comme ça sur Instagram. Je trouve ça super et c'est bien que les politiques aillent voir les jeunes et non pas que ce soit uniquement l'inverse. Mais voilà, je pense que ça fonctionne. Il faut que les jeunes puissent davantage s'identifier à des personnes qui les comprennent vraiment. Moi, quand un homme politique qui est plus âgé, ça ne va pas avoir le même écho sur moi que quand c'est un jeune qui a également 25 ans. Vous voyez ce que je veux dire ? On adresse plus d'écoute à la personne qui nous ressemble indirectement. Et donc, les élections, comme les élections régionales, elles peuvent contribuer à ça. Nous, ici, là, on est candidats dans différents départements, sur différentes listes, avec des convictions politiques différentes. Mais c'est une chance d'élire des représentants qui, parce qu'ils font le choix d'une gouvernance plus moderne, sont plus à même de nous entendre et donc de nous comprendre. Et ça, je pense que c'est vraiment important. Donc, si on veut davantage attirer les jeunes, il faut qu'il y ait davantage de jeunes qui parlent aux jeunes. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que je pense profondément qu'au fil des dernières années, les grands discours qui prennent un peu les jeunes comme pas des victimes, mais vraiment qui les prennent comme peut-être des cibles de grands discours et de grandes déclarations. Je pense qu'aujourd'hui, ça ne porte plus ses fruits. Je pense que les jeunes, d'autant plus dans la crise actuelle, comme je l'ai dit tout à l'heure, attendent des actes concrets et des engagements sur lesquels les femmes et les hommes politiques s'engagent et les tiennent. Je pense que c'est très important et que le rôle de l'État comme de la région, c'est d'apporter des réponses à leurs interrogations et de tout mettre en œuvre pour que chaque jeune puisse choisir son avenir. Il n'y a rien de pire que la fatalité d'un jeune de vivre dans sa commune et de ne pas pouvoir s'émanciper comme il le souhaite, tant par la mobilité, par la formation, ou par l'emploi, ou juste pour aller voir ses amis et sa famille. Donc non pas promettre, mais agir, je pense que c'est primordial. Et plus que primordial, c'est vraiment la condition sine qua non du retour de la confiance dans l'action publique et donc du retour au dialogue.
Donc voilà, c'est quelques points. Et encore une fois, je l'ai déjà dit en intro, mais merci à l'organisation de ce débat parce que ça permet justement de construire ce dialogue avec les jeunes et non pas de l'imposer comme je l'ai vu dans le chat. Ok, bah merci. Du coup, je vais donner la parole à Romain Mercier pour répondre à la même question. Oui, merci. Alors, juste, on est tous des citoyens engagés, qu'on soit membre de partis politiques ou pas. On est tous ici parce qu'on est engagés et parce qu'on porte des convictions. On a tous été dans des associations et les partis politiques ne sont pas non plus forcément que des choses négatives et ça porte aussi des valeurs, ça porte des angles, des axes et ça permet aussi de se former. Et moi, je n'ai pas honte de dire que parce que j'ai été dans un parti politique, je me suis formé, je me suis questionné, j'ai appris à argumenter mes positions. Et voilà, alors je sais que ça ne fait pas tout et qu'aujourd'hui, on parle beaucoup des gens qui sont non engagés politiquement dans un parti, mais on est aussi des citoyens, qu'on soit dans un parti ou non. Moi, je rejoins un peu ce que vous avez dit, ce que tu as dit, parce qu'on est jeunes, on peut peut-être se tutoyer, j'en sais rien. Yann Boulet, je crois qu'il faut qu'on travaille la démarche du aller vers. On a trop été dans le on attend que les jeunes viennent à nous. Aujourd'hui, la région, elle a plein de dispositifs, mais on le voit sur le dialogue, mais on le voit sur les aides qu'on peut proposer, sur les dispositifs qui sont en place à destination des jeunes, et je pense qu'on le voit à tous les échelons. Moi, qui suis élu d'une collectivité, on le voit aussi à cet échelon-là, et je pense que c'est pour tous les échelons pareil. Il faut qu'on travaille à mieux faire connaître nos dispositifs en travaillant le aller vers. Le aller vers, c'est aller dans les maisons de quartier, aller dans les lycées directement, aller dans les universités et faire que la région elle soit mobile, s'appuyer sur le réseau d'information jeunesse qui existe sur le territoire, le CRIJ et tous les pôles d'information jeunesse de l'ensemble du territoire pour aider à faire connaître ce qui existe et à récupérer les envies, les interrogations, les échanges avec les jeunes. Et ensuite, je crois qu'il faut qu'on s'appuie aussi sur les organisations de jeunesse. En 2018, on a eu les assises de la jeunesse au niveau de la région. Il en est ressorti le COJ. Et je crois qu'il faut qu'on s'appuie sur cette instance, donc le Conseil d'orientation des politiques jeunesse, pour responsabiliser les organisations de jeunesse, qu'elles aussi, elles aillent, elles remontent les informations qui viennent des jeunes, parce que oui, on peut, avec notre petit réseau, je suis d'accord, moi aussi je suis élu, je suis jeune, j'ai quelques retours autour de moi, mais en fait, ça ne représente pas la diversité de la jeunesse. On a aujourd'hui plein de jeunesse en fonction de l'endroit où on vit sur le territoire. On n'est pas jeune de la même manière. On vit à Ouzouar-sur-Loire, que je connais très bien, même Châtillon-sur-Loire, parce que j'ai grandi là-bas. J'ai été au lycée à Gien, je suis venu faire mes études à Orléans. Et ben, je peux dire que je n'ai pas été jeune de la même manière. Et puis, en fonction de l'endroit où j'habite, en fonction de l'âge que j'ai, en fonction de si je peux me déplacer ou pas, si j'ai une voiture ou si j'en ai pas. Et du coup, il faut s'appuyer sur ces organisations de jeunesse, aussi bien la Fédération des maisons des lycéens dans les lycées que l'UNEF, que les autres organisations à la fac. Je suis désolé, je ne les connais pas beaucoup parce que je n'ai pas été à la fac pour le coup, mais il y en a certainement plein d'autres. Il faut s'appuyer sur eux et les laisser piloter ou co-piloter le COJ et puis permettre à ces jeunes d'encourager les dialogues, de porter des politiques, et on y reviendra encore après avec le CRIJ, mais pas le CRIJ, pardon, le CRJ. Je crois que c'est aussi un bon espace pour permettre aux jeunes d'aller dans les territoires et de remonter ce qui se vit et ce qui se dit sur le territoire auprès des politiques. Ok, bah merci. Je pense que je vais donner la parole à Capucine, du coup. Ouais. Donc, merci aux candidats et aux candidates pour leurs propositions. On va passer au deuxième temps, qui est, lui, pour le coup, beaucoup plus concis, qui devrait durer une dizaine de minutes. Je vais donner 2 minutes à chaque liste pour nous expliquer quelle est la proposition prioritaire de chaque liste pour les jeunes en faveur de la jeunesse. Du coup, je vais laisser Yann Boulet commencer.
Ouais, ça marche. Merci, Capucine. Alors, je vais dire déjà, dans un programme, il ne faut pas une mesure prioritaire parce que je pense que on ne résume pas l'avenir d'un jeune sur une seule mesure. Ça se résume à tout un chemin de vie. En tout cas, s'agissant des mobilités, nous avons avec Marc Fesneau une proposition phare qui répond à un besoin primordial, c'est la gratuité du code pour tous les jeunes. Aujourd'hui, dans une région comme la nôtre, vous avez 80% du territoire qui n'est pas couvert par une offre de transport. Le permis de conduire, c'est un sésame pour étudier, pour trouver un emploi et pour gagner son indépendance, pour aller voir des amis, de la famille. Or, aujourd'hui, l'accès au permis n'est pas acquis pour tous. Donc, quelque part, cette mesure permet d'y contribuer. Et donc, pour vous donner une idée, vous avez 30 000 jeunes chaque année qui obtiennent la majorité. Et donc, c'est vraiment quelque chose de très concret qui permet aux jeunes de se déplacer davantage dans la région. La deuxième proposition, c'est de mieux s'alimenter. C'est-à-dire que tous les repas seront à 2 € dans les lycées. C'est une tarification unique, ce qui permet quelque chose de beaucoup plus vertueux. Vous avez des territoires très hétérogènes avec des politiques différentes et c'est donc très inégalitaire. Et enfin, la troisième proposition, c'est ce qu'on appelle un jeune égale un mentor. C'est-à-dire que on a tous été lycéens et à l'approche du bac, on était plus ou moins sûr de ce qu'on voulait faire. Moi, par exemple, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. J'ai eu l'appui des professeurs, mais aussi des conseillers en orientation. Et j'attendais beaucoup d'avoir une personne référente, un professionnel qui connaissait des métiers et qui pouvait me partager son expérience et qui a vécu la même histoire que moi. Eh bien, c'est tout à fait l'objectif de cette mesure. C'est-à-dire qu'on souhaite apporter la dernière pièce à l'édifice qui permet à chaque lycéen de pouvoir s'appuyer sur une personne qui a de l'expérience pro, qui a vécu la même situation. Ça permettra à chaque lycéen de bénéficier d'un accompagnement personnalisé pour que son orientation soit un tremplin vers la réussite. Je pense que c'est primordial et on ne peut pas laisser des milliers de lycéens arriver au bac en se mordant les doigts et sans savoir ce qu'on veut faire après et de perdre une année à la fac alors qu'il ou elle aurait pu faire autre chose. Donc voilà ces 3 propositions, gratuité du code, repas à 2 € dans les lycées et projet Un jeune, un mentor pour mieux s'orienter. Merci beaucoup. Pour le coup, c'était assez concis. Après, j'ai demandé à Fanny Vicard si elle veut bien nous présenter 2 minutes chrono, c'est la mesure phare. Pas de souci, Capucine. Excusez-moi, j'ai un petit peu des problèmes de voix en plus de mes problèmes de Wi-Fi. On va s'en sortir. Je partage un peu ce constat de dire qu'une proposition phare, c'est un peu difficile de choisir. Et cette proposition de parrainage dont tu parlais, Yann, nous, on y a pensé aussi, mais on l'a pensé différemment en plutôt axant ce parrainage entre un lycéen et un étudiant. Donc, c'est le moment où on pense qu'il est intéressant de jouer sur ce lien solidaire entre 2 personnes. Et on se disait que mettre en place peut-être une plateforme sur base du volontariat en fonction de toutes les filières qu'on a en région centre pour que les étudiants s'inscrivent et puissent expliquer tout simplement aux lycéens, voilà, dans ma filière, dans la filière où j'étudie actuellement, ça se passe comme ça, comme ça, comme ça. Moi, je te conseille peut-être au niveau du logement, au niveau des associations qui sont sympas en fonction de tes goûts. Voilà. Et une autre proposition phare à côté de laquelle je ne voulais surtout pas passer, c'est bien sûr, j'en ai un petit peu parlé avant, mais l'installation d'une université de médecine à Orléans qui, pour la liste avec laquelle je travaille, est un impondérable tout simplement parce que en tant que désert médical, que capitale régionale, il est impensable qu'on continue sans université de médecine. Il faut qu'on puisse le plus vite possible rapprocher ce cursus d'études de nos jeunes, puisqu'il y a une très très forte demande à Orléans. Il y a beaucoup d'étudiants qui partent à Tours et beaucoup d'étudiants qui ne peuvent pas partir à Tours et qui sont obligés de changer de choix d'orientation. Donc voilà, je vous remercie. D'accord, merci. Alors, je vais laisser Judith. Non, désolé, Romain, merci, continuez. Oui, merci. Et je pense qu'on sera tous d'accord pour dire qu'une mesure, c'est compliqué, mais je vais profiter de 2 minutes pour essayer de porter la mienne. Alors moi, évidemment, elle a déjà été citée. Je vais revenir sur la gratuité des transports pour les 18-25 ans.
Et peut-être qu'un jour, Yann Bollet pourra nous expliquer comment il calcule le fait qu'il y a 80% du territoire qui est dépourvu de transport en commun. Est-ce que c'est des villes précises? Est-ce que c'est en termes de temps, en termes de... Je ne sais pas. Je ne sais pas comment il fait ce calcul. Alors, pourquoi la gratuité? Déjà parce que j'en parlais sur la gratuité des transports scolaires, mais là, plus largement, on redonne du pouvoir d'achat aux jeunes. On permet de lutter contre l'orientation contrainte, parce qu'aujourd'hui, on a aussi des jeunes, pour avoir été au lycée à Gien, qui restent faire leur BTS à Gien parce qu'ils n'ont pas les moyens de se déplacer pour aller à Orléans tous les jours. On permet d'améliorer l'accès à la culture, parce qu'aujourd'hui, un jeune qui habite à Chartres, il n'a pas le même accès à la culture qu'un jeune qui habite à Tours. Et du coup, de permettre qu'il puisse se déplacer gratuitement dans la région, c'est lui permettre d'accéder à une meilleure offre culturelle. Aussi parce que peut-être qu'on n'a pas parlé tout à l'heure dans les enjeux de la campagne, mais en termes d'enjeux écologiques, effectivement, le transport collectif, c'est moins polluant. Et puis, ça permet de connecter les jeunesses entre elles. Et comme je vous disais tout à l'heure, moi, je me suis aussi engagé parce que je veux qu'on prenne en compte l'ensemble des jeunesses sur le territoire. Voilà. Après, si je peux me permettre, il y a beaucoup de choses qui sont bien. Après, le code de la route, ce n'est pas ce qui coûte le plus cher. Ce qui coûte le plus cher, c'est les heures de conduite. Et c'est peut-être ça qu'il faudrait financer, plutôt que le code. Aujourd'hui, c'est 30 € avec la Poste. Voilà. Après, on peut aussi parler de ce qu'on propose dans les lycées, c'est 100% de produits locaux. Il faut savoir qu'à la région, il y a déjà une aide qui s'appelle le Fonds d'aide aux lycéens et qui permet aux jeunes qui sont dans la précarité, aux familles qui sont dans la précarité, que leur repas soit intégralement pris en charge. Et nous, on préfère mettre l'accent sur la qualité des repas et du coup de relocaliser la provenance des produits qui sont servis dans nos lycées. Et voilà. D'accord, super. Désolée s'il y a un peu de bruit de fond. Et je vais laisser Judith Cartier terminer sur la mesure, là où les mesures phares de sa liste. Eh ben, je vais faire comme les autres, je vais utiliser mes 2 minutes pour donner plusieurs mesures, parce qu'effectivement, c'est quand même compliqué de se cantonner à une seule mesure. Nous, notre priorité, c'est vraiment l'accès au droit. Et donc, on a une grosse mesure qui est l'expérimentation de la sécurité sociale alimentaire pour sortir de la précarité 10 000 jeunes. Et donc là, on est sur une expérimentation qui est nationale, donc Pays de la Loire, Rhône-Alpes, c'est aussi dans leur programme. L'idée étant vraiment de pouvoir permettre à des jeunes de sortir de la précarité alimentaire, mais aussi de mieux s'alimenter, parce que c'est un vrai problème et on sait que c'est aussi une problématique après de santé. Donc, comment ça fonctionne? Eh ben, il y a une autonomie dans l'achat d'alimentation et c'est ciblé sur des matières sur de l'alimentation qui va être locale, qui va être bio, en tout cas de l'alimentation qui ne dégrade pas la santé, qui est équilibrée. Et donc, ça, c'est la première mesure. L'autre mesure par rapport à l'accès aux droits, c'est l'accès à la santé. On est effectivement sur un territoire où il y a beaucoup de déserts médicaux. Moi, je l'ai déjà dit, mais j'habite en milieu rural. Les collectivités sont très inquiètes. Moi, je fais partie aussi d'un conseil municipal, et notamment à l'hôpital du Blanc, où là, on est en train d'être complètement démantelé. C'est-à-dire qu'on a fermé la maternité. Donc, c'est le gouvernement actuel qui a fermé la maternité il y a 2 ans, qui a fermé la cardiologie il y a 2 mois, qui a fermé la mammographie cette semaine. Donc, on est sur une vraie problématique très, très difficile. Et donc, on a une première sur la jeunesse qui est très ciblée sur la santé mentale des lycéens, donc avec une visite médicale de tous les lycéens obligatoire à leur entrée au lycée, qui permettra de pouvoir les orienter vers les professionnels de santé ou les professionnels aussi, psychologues, etc., enfin, toutes les équipes pluridisciplinaires médico-sociales qui pourront s'occuper de ces jeunes-là. Et puis, la santé des étudiants, évidemment, en lien avec l'État, de pouvoir travailler sur les équipes pluridisciplinaires, les maisons médicales, etc., pour permettre aux étudiants une bonne santé mentale, parce qu'on sait aussi qu'ils ont été très, très impactés par la crise sanitaire et ils le sont aussi.
Voilà, à peu près sur les deux choses vraiment phares sur l'accès au droit. D'accord, merci. Du coup, Julie Cartier, et merci encore à tous les candidats et candidates. On va passer sur un troisième temps, notamment en réaction aux propositions du FFJ quant à la jeunesse. Et je vais laisser Mohamed reprendre la parole. Oui, du coup, on passe donc dans un deuxième temps des questions-réponses. Ma première question est, donc déjà, vous savez qu'il y a une clause d'impact jeunesse qui est une mesure qui est déjà appliquée au niveau national, qui consiste à prendre en compte l'impact que certains textes des lois ou certaines lois auront justement sur la jeunesse, de même que les impacts, c'est comme en fait la même chose pour les réchauffements climatiques et pour l'environnement. Et donc, en fait, je voudrais savoir si vous pensez que cette mesure pourrait être appliquée au niveau régional et si oui, si vous êtes prêt, vous, avec vos candidats et votre liste, à l'appliquer. Donc, oui, je peux donner la parole. Je vais donner la parole à Fanny Picard. Pardon, moi j'ai levé la main, mais c'était juste pour réagir à des propos qui ont été dits au préalable. Je ne sais pas si c'est le moment ou pas. Je pense que ce serait peut-être plus Dites-moi, adapté. sinon il n'y a pas de souci. On pourrait, je sais pas, ça prend du temps. Oui, Non, non, je pense qu'on aurait tous envie de réagir à des propos qui ont été oui, dits. voilà. Mais si vous voulez qu'on réagisse. Au pire, ce que je pourrais, c'est qu'on fasse plutôt à la fin, ça te va? S'il y a résultat à la fin, si tu peux réagir. Pas de problème, pas de problème. Ok. Du coup, tu veux répondre à la question puisque tu es là? Est-ce que tu peux reposer la question, s'il te plaît? Il n'y a pas de souci. En fait, c'est la clause d'impact jeunesse. En fait, c'est une mesure qui existe déjà au niveau national et qui prend en compte en fait les impacts de certains textes de lois sur la jeunesse, les impacts que ça pourrait avoir sur la jeunesse, du moins. Et on aimerait que cette clause soit appliquée au niveau régional. Et donc, vous voulez savoir déjà qu'est-ce que vous en pensez de cette mesure et si vous serez prêt à l'appliquer. Eh bien, moi, je trouve que cette clause est tout à fait intéressante et qu'il faudrait bien délimiter les sujets sur lesquels elle pourrait est-ce qu'on établit des critères d'âge? Est-ce qu'on établit des critères de domaine particulier? Sinon, je trouve que c'est assez intéressant et je pense qu'il faudrait effectivement l'expérimenter. Merci. Du coup, je vais donner la parole à Romain Mercier. Oui, moi aussi, je pense que c'est tout à fait applicable. On est évidemment favorable à cela. Après, il faut voir quelle forme ça peut prendre. Comment on le formalise, parce qu'aujourd'hui, il y a déjà des choses qui existent et qui sont faites dans ce sens, notamment avec le CRJ, avec le Césaire. Donc, je pense qu'il faudra s'appuyer sur les organisations de jeunesse, sur le COJ, sur le Césaire, le CRJ et l'ensemble. Mais il faut surtout le formaliser. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des initiatives qui existent déjà. Il faut voir comment, sous quelle forme. Et non, il ne faut pas se limiter au sujet. Il faut que tous les sujets, il y ait une question sur quel impact ça a sur les jeunesses, que ce soit aujourd'hui ou que ce soit dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Il ne faut pas limiter les sujets. Il faut qu'à chaque sujet, on puisse faire cette évaluation. Ok. Du coup, Julie Cartier, s'il te plaît. Oui, donc sur la clause d'impact, c'est en fait ce que je me disais, c'est qu'il faut qu'on arrive à pouvoir mobiliser déjà pour pouvoir délimiter cette clause d'impact. Il faut qu'on arrive à mobiliser déjà les instances qui vont travailler dessus avant même d'évaluer l'impact. C'est-à-dire que justement le CRJ, les organisations de jeunes, il faut qu'elles soient dès maintenant
actrice en fait de cette clause d'impact et qu'elle puisse nous aider en fait à travailler sur les critères d'évaluation tout simplement. Et donc, moi, je pense qu'il faut qu'on s'appuie sur ce qui existe déjà, hein, oui, évidemment. Et il me semble qu'on a les outils, il me semble qu'il y a déjà des choses qui ont été faites et qu'on peut s'engager très clairement sur cette clause d'impact qui est vraiment importante et qui est en plus très intéressante. Et vraiment, j'appuie sur le fait qu'il faut utiliser les organisations de jeunesse, il faut utiliser le CRJ. Moi, j'y crois pas du tout à Attal qui a un compte Instagram et puis qui va parler directement aux jeunes. Ça, je n'y crois pas du tout. C'est-à-dire qu'il faut s'appuyer sur les organisations de la société civile. Elles sont là pour ça. Et aujourd'hui, le gouvernement en place, il ne les écoute pas. Les organes jeunes, elles ont demandé le RSA pour les moins de 25 ans. Aujourd'hui, ça n'est toujours pas là. Ça fait 1 an et demi que les jeunes ils crèvent de faim et ce n'est toujours pas arrivé. On nous dit, on soutient la Convention citoyenne, qui est du coup une démarche participative. On nous dit qu'on va faire un référendum. Il n'est toujours pas là. On ne met rien des éléments de la Convention citoyenne en place. Donc, moi, la réforme chômage, toutes les organisations, elles sont contre la réforme des allocations chômage. Aujourd'hui, le gouvernement, il n'écoute pas les organisations. C'est un vrai problème de démocratie. Et il faut justement que nous, on arrive à s'appuyer sur la société civile pour construire nos politiques et pour les évaluer. Ok, bah merci. Et du coup, Yann Boulet, s'il te plaît, pour la même question. Ouais, merci. Je savais bien que je n'allais pas m'en tirer sans une critique sur le gouvernement actuel, mais il fallait bien que ça tombe. Non, je pense que ce qu'a dit Judith, et je comprends ce qu'elle dit. Après, voilà, je ne suis évidemment pas d'accord sur le fond. Je pense que le gouvernement a apporté des réponses vraiment pertinentes, comme le repas à 1 euro et bien d'autres. Et voilà, je ne suis pas porte-parole au gouvernement et pour autant, je soutiens son action dans la crise actuelle. Il y a toujours des hauts et des bas, hein, bien évidemment, en crise. Mais voilà, je pense que les réponses ont été apportées et que les jeunes, d'ailleurs, en sont gratifiants. Ensuite, là, voilà, on est là pour parler des politiques régionales et je pense que la proposition émise par le FFJ sur la clause d'impact, je pense que c'est du bon sens. Je pense que l'impact de chaque politique publique de n'importe que ce soit de l'État ou d'une collectivité régionale sur les jeunes, et même les moins jeunes, j'ai envie de dire. Parce que la jeunesse, à quoi on la limite? Est-ce qu'on la limite à l'âge, au métier, à un étudiant, etc. Elle doit être pensée à l'aune de sa mise en œuvre. Je pense que ça, c'est du bon sens. Je suis également d'accord avec Romain et Judith que les instances en place sont bien là pour une raison, et le Césaire le premier, comme d'autres instances de consultation, comme le CRJ et d'autres espaces de dialogue. Ces derniers doivent jouer tout leur rôle en la matière. Et ce qui importe surtout, c'est que l'ensemble d'un projet politique, que ce soit pour l'emploi, les transports, l'environnement, l'éducation, le sport, la culture, etc., j'en passe, soit pensé pour que les jeunes puissent mieux vivre dans notre région. Donc, sur la forme, bien évidemment, parce que c'est du bon sens, et sur le fond, prêt à travailler pour voir comment on pense ce dispositif. Merci. Bah, je vais laisser la parole à Capucine à nouveau. Donc, le FFJ, du coup, a proposé 2 mesures. D'abord, la clause d'impact jeunesse régionale et ensuite le dialogue structuré territorial. Donc, il s'agit d'un échange entre les institutions d'une nation ou d'une région c'est un dialogue avec les jeunes par des institutions ou des temps organisés. Et le FFJ demande à ce que les jeunes puissent être formés lors de ces temps pour avoir les outils qui serviront à discuter plus en connaissance de cause et de manière plus approfondie et pas simplement avec le bagage qu'on a comme ça, mais en ayant une véritable formation sur le sujet et être capable de bien échanger, de bien aussi se faire comprendre
avec les institutions, les collectivités locales. Et du coup, je vais faire le tour des listes pour savoir d'abord au niveau des listes de François Bonneau et Charles Fournier pour qu'ils puissent faire le bilan de leurs actions à ce niveau, et ensuite demander aux autres listes quelles propositions, quelles actions elles pourraient faire dans le but d'établir ce dialogue territorial. Du coup, je vais laisser Judith Cartier commencer. Je recommence. Pour le coup, Romain complétera, je pense que là-dessus, on est plutôt très d'accord. Comme sur plein d'autres choses d'ailleurs, hein, le petit pic tout à l'heure de Yann, c'est vrai que j'ai pas répondu, mais il y aura une union au deuxième tour, hein, on l'annonce, les 2 tours, on l'annonce, on ne se trompe pas du tout d'ennemis. Moi, je fais effectivement partie d'une liste écologiste et solidaire. Les écologistes étaient 10 à faire partie de la majorité, et ils ont fort travaillé. Il y a une grande partie du bilan de la liste, de la politique de François Bonneau qui a été faite aussi par les écologistes. Et donc, les écologistes ont pensé qu'il était important de pouvoir continuer cette politique, mais avec une marche supplémentaire. Et c'est pour ça qu'ils ont fait le choix de présenter une liste qui est soutenue par 9 partis politiques. Je le rappelle, parce que j'ai vu tout à l'heure dans les commentaires que c'était le parti écologiste. Pourquoi je n'osais pas le dire? Je n'avais pas l'impression de ne pas oser le dire. En tout cas, ce n'est pas que le parti écologiste. Donc voilà, ça c'est juste pour remettre bien les choses comme elles sont. On ne se trompe pas du tout. Donc sur le dialogue structuré, évidemment, il faut que les jeunes puissent dialoguer avec les décideurs pour pouvoir participer à l'élaboration des politiques publiques. Comme je l'ai déjà dit, il y a des outils qui sont déjà en place. Il y a des choses qui sont déjà en place avec des élus qui étaient en place et qui ont déjà fourni un gros travail sur cette question-là. Il faut qu'on continue. Quand on va faire l'expérimentation de la sécurité sociale alimentaire pour sortir 10 000 jeunes de la précarité, on va le faire avec les jeunes. Quand il va falloir voir quelles sont les modalités pour faire cette proposition-là, on va le faire avec les jeunes. Quand on va travailler sur la visite médicale dans les lycées, on va le faire avec les jeunes. L'idée, c'est vraiment sur tout ce qui va concerner la jeunesse, de pouvoir le faire avec le CRJ, avec les organes jeunes, pour qu'ils puissent vraiment être partie prenante des décisions qui sont prises. Et ça garantit vraiment la démocratie et la capacité à participer. Et pour ça, comment on fait? On utilise des outils pour pouvoir permettre à des jeunes de s'exprimer. On fait des petits exercices de théâtre pour savoir comment on s'exprime devant un groupe. On fait des débats pour pouvoir être en capacité d'écouter les autres, pour pouvoir être en capacité de s'exprimer, pour pouvoir être en capacité d'argumenter, pour pouvoir être en capacité de tolérer les arguments des autres et puis de ne pas s'énerver. Et ça, c'est constitutif de la démocratie. Parce que tous les discours de haine qu'on entend, c'est aussi des personnes qui n'ont pas été habituées à discuter et puis à apprendre des différences des autres, etc. Et c'est vraiment évidemment ce qu'on veut faire pour les jeunes aujourd'hui en région Centre. Merci beaucoup. Ensuite, je vais laisser Romain Mercier continuer. Et il faudrait être assez concis histoire qu'on puisse poser une autre question, peut-être du public, avant de finir. Du coup, Romain Mercier, je vous laisse continuer. Je vais essayer d'être concis, je vais essayer de compléter ce qu'a dit Judith déjà par rapport à l'alliance entre les 2 tours. Nous, il n'y a pas de surprise. On sait ce qui va se passer au soir du premier tour, ce qui n'est pas forcément le cas de chez tout le monde, partout, en région Centre ou ailleurs. Effectivement, le CRJ, c'est un super outil refondé en 2015. 77 membres, je vous rappelle, c'est 1/3 d'étudiants, 1/3 de lycéens et apprentis et 1/3 de jeunes actifs. Donc, on touche aussi des jeunes qui viennent de différents corps. Et il y a aussi des critères pour
représenter chaque département au sein du CRJ. Le CRJ, il sert à consulter les jeunes sur l'ensemble des politiques qui sont portées par l'équipe d'élus, c'est-à-dire pas que les politiques jeunesse. C'est co-construire un travail. La carte IEPS, c'est 1 an de travail au CRJ avec ce qui s'appelait à l'époque la carte jeune, qui deviendra IEPS après. Mais c'est 1 an de travail, de consultation, d'échange. Les jeunes on a été, parce que j'en faisais partie, consulter d'autres jeunes sur d'autres territoires. Et c'est aussi un espace où le CRJ peut décider de se saisir d'un sujet et de le porter au niveau des élus de la région. Le CRJ, c'est des plénières mutualisées avec les élus du conseil régional. Et c'est là où on donne une vraie place à la parole des jeunes. C'est des échanges constants avec le Césaire. Voilà pour la partie CRJ. Ensuite, il y a des rencontres régulières qui sont organisées avec les délégués académiques de la vie lycéenne. Vous savez, il y a des CVL dans chaque établissement scolaire. Et il y a des rencontres qui sont organisées qui permettent aussi d'échanger et de structurer notre dialogue avec d'autres représentants de la jeunesse. Je ne reviens pas sur les réseaux de fédération de maisons des lycéens, mais effectivement, la région soutient et encourage le réseau, aussi bien financièrement que aussi dans les techniques d'animation, dans l'aide à l'organisation des événements régionaux. Et ensuite, pour revenir sur les lycées, Fanny Picard parlait tout à l'heure du lycée de Châteauneuf, par exemple, qui vient de commencer. Donc, que vous soyez aux responsabilités ou pas, il va sortir dans le prochain mandat. Il faut savoir que déjà, construire un lycée, ce n'est pas la même chose que construire une école. Il faut savoir qu'on n'est pas seul à décider et que l'Éducation nationale a mis longtemps avant de donner l'accord pour construire ce lycée en expliquant qu'il était utile et nécessaire, parce que la grande peur, c'était de vider le lycée de Gien. Troisième chose, pour construire ce lycée, là aussi, on a consulté des jeunes, on a consulté des lycéens, soit par l'intermédiaire du CRJ, soit par l'intermédiaire de ce qu'on met en place, les budgets participatifs et les 100% climat, qui permettent de mettre en place des choses dans les lycées. Et en fonction de ce qui est ressorti des dossiers, c'est aussi de construire les lycées de demain en fonction des retours qui sont faits sur l'expérience des lycéens dans leur lycée aujourd'hui. Alors oui, on pourrait peut-être aller plus vite, ça j'en suis persuadé, mais ne pas aller trop vite, ça permet aussi de faire des choses qui sont en adéquation avec l'attente des générations futures. Après, moi je voulais juste dire une dernière chose, je souhaiterais qu'on arrive à porter, et ça c'est plutôt auprès du préfet, le fait qu'il faut qu'il y ait plus d'organisations de jeunesse qui soient présentes et qui représentent leur organisation au sein du Césaire. Aujourd'hui, il n'y a que 3 organisations sur l'ensemble des membres du Césaire. Et je crois qu'il faut qu'on arrive à porter ça pour qu'il y ait beaucoup plus d'organisations de jeunesse qui puissent siéger aussi dans cette instance. Merci beaucoup. Du coup, je vais passer aux 2 autres listes. Il va falloir être rapide aussi. Au niveau des choses que comment vous pourriez améliorer ou modifier peut-être les instances de dialogue structurel territorial. Du coup, je vais laisser Fanny Picard commencer. Merci Capucine. Je pense que en tout premier lieu, il y a un problème de compréhension de ce que peut apporter la région à nos jeunes, aux lycéens. Donc, il faudrait tout simplement, peut-être à plus grande échelle, sensibiliser les lycéens sur quel est le rôle de la région, mais c'est valable pour toutes les institutions, hein, nous sommes d'accord. C'est valable aussi bien pour toutes les élections, finalement. Je pense que nos jeunes ne saisissent pas assez les enjeux. Peut-être que les programmes ne sont pas assez adaptés, en tout cas, à leur... au cursus, et peut-être qu'il serait à retravailler aussi, mais aujourd'hui, quand malheureusement vous allez voir des jeunes, déjà bon nombre d'entre eux ne sont pas au courant qu'il y a des élections à la fin du mois de juin,
et c'est problématique. Et je pense qu'il y a un problème, en premier lieu, d'information du rôle des différentes institutions. Ce serait quelque chose à reprendre pour bien reprendre les fondamentaux et pour réexpliquer quels sont les enjeux, quoi, que ça entraîne des conséquences concrètes sur notre société selon qu'on choisisse tel ou tel représentant. Ensuite, je pense qu'il est très important que le CRJ soit continuellement consulté par les instances et écouté surtout auprès de tous les représentants des collectivités territoriales. Ça, c'est pas, pour moi, il n'y a pas de sujet par rapport à ça. Mais je pense aussi que les élus entre eux, lorsqu'ils ne travaillent pas avec ces instances-là, doivent être capables de dialoguer autour des sujets de la jeunesse. Je prends mon cas très concret de la métropole d'Orléans, encore une fois, lorsque en métropole d'Orléans, nous avons voulu faire un benchmark de tout ce qui était fait dans les villes de la métropole pour venir en aide aux étudiants. On a gagné en vitesse et en force de frappe. En fait, on a compris ce qui était mis en place dans telle commune, et les communes ont pu se copier entre elles et faire des projets concrets, se demander des conseils entre elles. C'était vraiment des projets de terrain, il n'y avait même plus d'étiquette partisane derrière. Et je pense que c'est vraiment ce genre d'intelligence qui va permettre aussi de favoriser les politiques de jeunesse. Et ça vaut aussi, même pas seulement pour ce domaine-là, mais ça vaut aussi pour tous les autres types de politiques. Donc voilà, vraiment la concertation renforcée, bien sûr, et l'explication du fonctionnement des institutions le plus tôt possible. Merci. Alors, je vais laisser Yann Boulet terminer. Je ne sais pas si on aura le temps de faire une dernière question. Ce sera très, mis à part si chacun met 20 secondes pour répondre. Du coup, Yann, je vous laisse continuer. Ouais, ça marche. Alors, en matière de dialogue structuré, effectivement, moi, je pense que, et mes collègues me corrigeront, je crois que les CRJ, c'était facultatif pour les régions. Donc, le fait que la région centre le mettre en place, je trouve ça très bien. J'en ai moi-même été membre pendant quelques mois, donc je ne vais pas le critiquer. Et j'ai des amis qui ont été. Donc, voilà, je fais le constat qu'en tout cas, ça a le mérite d'exister et ça permet, comme dans d'autres régions volontaires, de sensibiliser et d'associer les jeunes à l'action publique régionale, et c'est très bien. En revanche, je pense que se limiter uniquement à cette instance, et je pense que tout le monde sera d'accord, une instance qui, je le rappelle, est consultative, même si on l'associe à beaucoup de choses, et qui est composée uniquement de 77 jeunes sur une région où vous avez plusieurs centaines de milliers de jeunes. À mes yeux, c'est quand même insuffisant pour comprendre toutes les attentes, tous les parcours de centaines de milliers de jeunes qui habitent dans la région, dans un territoire métropolitain comme Fagnes-Orléans ou d'autres qui viennent d'autres départements plus ou moins habités. Donc, il faut aller plus loin, à mon avis. Il faut créer de nouveaux espaces de dialogue et de construction, oui, comme le propose la FFJ. Il faut également inclure, et je vais vraiment forcer mon propos là-dessus, il faut inclure les jeunes qui sont aujourd'hui non engagés. Là, on se parle entre nous, on est engagés de manière politique, associative, parce qu'on croit dans la vie civique et dans tout ce qu'elle peut apporter. Donc, c'est nous qui sommes un peu allés chercher ces informations, etc. Mais je suis d'accord, pas tous les jeunes ne sont aujourd'hui informés, et malgré la bonne volonté de vouloir s'informer, n'y arrivent pas forcément. Donc, je pense qu'on doit réfléchir à ça collectivement. Donc, oui, se baser sur les instances actuelles, oui, aller plus loin et aller chercher les jeunes qui sont peu engagés et qui sont éloignés des politiques régionales. C'est comme ça qu'on arrivera à faire en sorte d'avoir un dialogue structuré, mais pas avec uniquement quelques-uns, mais avec le plus de jeunes possible. D'accord, merci beaucoup. Anaïs, est-ce que tu penses qu'on a le temps de faire une question ou le Zoom il va se couper automatiquement? Alors, le Zoom ne se coupera pas automatiquement, mais c'est juste aux candidats aussi de nous dire ce qu'ils veulent répondre à une dernière question ou est-ce qu'on clôture maintenant. Ça ne me dérange pas de prendre 5 minutes en plus, hein. Quelques minutes. Oui, pas de souci. Moi non plus, pas de souci. Ok, Mohamed, je te laisse continuer alors.
Oui, bah, top, fantastique. Bah, du coup, c'est une question, disons, qui touche le thème de la précarité. On sait que bah, il y a, bah, surtout cette année, c'était un peu plus compliqué, que ce soit pour les étudiants et pour les jeunes. Il faut savoir qu'il y a quand même une petite différence parce que disons que les étudiants connaissent des précarités que les lycéens ne connaissent pas forcément, mais qui peuvent quand même connaître. Euh, donc, on parle ici des précarités financières, précarité psychologique, précarité numérique, surtout, bah, ça c'est accentué. Il y a la précarité menstruelle également à prendre en compte. Et en fait, on sait que la région a mis en place pas mal de dispositifs quand même pour aider les étudiants et les jeunes sur ce sujet. Et donc, qu'est-ce que vous pensez qu'on pourrait améliorer toujours dans les dispositifs qui ont été mis en place, en sachant qu'il y a déjà bah, des associations qui font en parallèle avec la région des activités telles que les distributions alimentaires et des produits d'hygiène qui sont faites par les secours populaires, par l'OSEM. Et donc voilà, c'est ça la question. Bah, qu'est-ce que vous pensez qu'on peut améliorer par les dispositifs qui ont été déjà mis en place par la région, en sachant qu'ils sont déjà quand même, qui sont pas mal. Il y en a quand même un peu. Voilà. Ben, moi, je veux bien répondre si c'est possible. Ouais, bah vas-y, du coup, t'inquiète. Alors déjà, tu dis que la région met des choses en place, c'est toi qui le dis, hein. C'est pas forcément une opinion qu'on est obligé de partager. Moi, je pense qu'il faut faire un vrai effort sur le logement parce que c'est une catastrophe ce qui se passe sur le campus de l'Université d'Orléans. Donc, sur certaines résidences, je vous ai montré des moisissures tout à l'heure. Il y a certaines personnes qui ont contracté des maladies dans ces résidences-là. Elles venaient de pays étrangers en bonne santé, elles sont reparties avec des maladies. Voilà, je pense qu'il y a un gros sujet. On peut quand même noter qu'il y a eu un effort de fait sur la Wi-Fi, même si c'est toujours quand même une grosse galère. Après, je suis assez surprise de certaines réponses qui ont été faites. On peut parler de précarité. Donc, pendant que certains disent que les repas à 1 euro, c'est suffisant, bah, je les invite à venir sur la distribution alimentaire parce que en fait, à chaque fois, c'est 300 étudiants qui viennent, qui repartent avec des bras chargés. On peut remercier en tout cas les bénévoles des associations de se charger en tout cas de cette lacune de l'État par rapport à ça, il faut le dire, parce que les étudiants, ils crèvent la dalle. C'est pas normal qu'un étudiant, quand on lui demande ce qui lui reste chez lui, quand il ouvre son placard, il dit mais il n'y a rien, il n'y a pas de farine, il n'y a pas de boîte de conserve, je n'ai rien. L'État a attendu effectivement 1 an pour comprendre qu'un étudiant, ça mangeait 2 fois par jour. C'est génial, voilà, tout va bien dans le meilleur des mondes. Ensuite, certaines autres personnes disent que 30 euros pour pas acheter le code, c'est une entité négligeable. 30 euros, encore une fois, non, c'est pas négligeable. Je suis pas d'accord avec ça. Et tandis que d'autres disent que la santé mentale, il faudrait peut-être s'en occuper. Ah bah oui, effectivement. Nous, à la mairie d'Orléans, on a mis 6 psys directement à l'Université d'Orléans, pendant que la région, on a mis pendant la période de Covid 2, si je ne me trompe pas, répartis entre Orléans et Tours. Voilà, donc en matière de précarité étudiante, il y a énormément à faire. Je vous remercie. Oui, bah, du coup, merci Fanny. Je vais donner la parole à Yann Boulet, s'il te plaît. Ouais, merci Mohamed. Bon, si j'ai bien compris, c'est le moment où on se tape tous dessus. Non, je rigole bien sûr. Bon, je pense qu'effectivement, encore une fois, il faut être humble et l'État le premier dans la période. Ça a été vraiment difficile pour beaucoup de jeunes. Et je pense sincèrement, et je ne le dis pas de manière subjective, je pense sincèrement que bien que des solutions très ambitieuses ont été apportées, voilà, vous avez toujours des cas particuliers qui ne s'en sortent pas. Le repas à 1 euro au Crous, c'est une mesure forte parce que c'est 50 euros d'économie par mois pour un jeune étudiant, c'est pas rien. Donc, vous voyez, ça fait partie des mesures qui permettent à des jeunes de pouvoir s'en sortir. Alors oui, il y a toujours des fils et il faut continuer à agir pour ça.
moi, je serais le dernier à dire que l'action est formidable et qu'on s'arrête à ça. Il faut toujours aller plus loin et la région a également son rôle pour accompagner. C'est pareil, sur l'action de l'État, c'est également 3 consultations gratuites chez un psychologue. C'est 5 millions d'euros supplémentaires pour l'année 2021 contre la précarité menstruelle. Donc, voilà, j'essaie quand même de défendre des choses de manière objective. Il ne faut pas tout critiquer de manière dogmatique et on peut toujours aller plus loin, bien évidemment. Moi, là, je ne vais pas faire l'étalage de ce que peut faire la région davantage. Je pense qu'elle doit être dans la continuité de l'action de l'État. Je pense que quand on propose avec Marc Fesneau le repas à 2 € dans tous les établissements de la région, lycée, CFA, pareil, on continue à contribuer à une logique d'égalité sociale contre des disparités territoriales où vous avez des tarifications différentes. Et ça, c'est du bon sens et ça contribue à ça. Donc voilà un peu telle que je conçois les choses. La région peut jouer son rôle. Nos propositions sont pertinentes et permettent au quotidien des jeunes et des lycéens les premiers, et donc des familles derrière, parce que c'est elles qui financent, de vivre mieux. Et je suis sûr que chaque programme a bien évidemment toutes ses bonnes propositions et il ne faut pas faire l'apologie de tout. Mais en tout cas, voilà, je tenais à avoir ce mot de conclusion pour remercier encore une fois toute l'équipe d'avoir organisé ça et qu'on puisse se confronter nos idées avec certaines piques qui font bien évidemment partie de la vie politique, mais en tout cas de réfléchir ensemble et de discuter en très bonne intelligence. Oui, merci. Du coup, je vais laisser la parole à Julie Cartier. Oui, c'est évidemment une question très complexe, hein, et puis Fanny a beaucoup parlé des étudiants, mais moi je travaille dans un service logement. Pour le coup, c'est pas des étudiants, c'est des jeunes plutôt entre 18 et 25 ans qui n'ont pas de ressources. Qui sont dans des situations de précarité énormes, qui, quand elles cohabitent de leur famille ou quand elles sont en rupture amoureuse, se retrouvent clairement à la rue. Hein. Donc on est, et puis en fait, je doute pas que ce soit aussi le cas de certains étudiants. Hein. C'est pas du tout ça que je veux dire. Je veux pas opposer les deux parce que je pense que c'est les mêmes situations. Et il me semble qu'il y a des choses qui doivent se faire à l'échelle de l'État, et parce que en fait, c'est pas que les étudiants de la région centre qui sont en difficulté. Donc, il y a vraiment une réponse à apporter à l'échelle de l'État. J'en ai déjà parlé tout à l'heure. Après, au niveau de la région centre, nous, on fait la proposition là de l'expérimentation de la sécurité sociale alimentaire pour sortir les jeunes de la précarité. La première chose qu'on a besoin, c'est manger, et donc manger de qualité. Donc vraiment, nous, on appuie là-dessus parce que en fait, ça nous semble être la base, finalement. Et puis, éradiquer la pauvreté, c'est aussi travailler sur des politiques en prenant encore une fois en compte ce qui se passe sur le terrain. Et comment on arrive à ne pas précariser davantage des jeunes qui sont déjà précaires, parce qu'en fait, Fanny a beaucoup parlé des étudiants. Moi, du coup, mon secteur, c'est plus le logement. Il y a quand même l'APL, la réforme des APL, hein, qui est arrivée là, qui est un gros problème, parce que elle est, à partir du 1er janvier, tous les étudiants qui travaillaient, tous les jeunes qui font des apprentissages, qui ont vu leur barème d'APL descendre, donc des gens qui ont entre 900 et 1000 € par mois, ils se retrouvent avec 200 € d'APL de moins qu'ils n'avaient. Et sur la réforme de l'assurance chômage, on est sur la même chose, c'est-à-dire que penser éradiquer la pauvreté en s'attaquant aux précaires, c'est prendre le problème à l'envers. Et moi, je suis très, très inquiète, en fait, de comment on pense l'éradication de la pauvreté. Et je crois que la solution, elle est de pouvoir rééquilibrer, de pouvoir mieux répartir les richesses, et que si on ne passe pas par là, on ne va pas y arriver. Merci. Du coup, je vais donner la parole à Romain. Donc, merci. Ouais, juste pour remettre un peu les choses dans leur contexte, des choses qui ne sont pas assez faites, je veux bien
Après, s'entend dire que rien n'a été fait. Bon, l'aide à l'achat d'ordinateurs pour les lycéens, l'aide à l'achat d'équipements pour les apprentis, 300 000 € cette année sur l'aide alimentaire, la mise à disposition de box pour les étudiants et les lycéens qui n'avaient pas Internet chez eux et qui devaient suivre des cours en distanciel. On ne peut pas dire que c'est rien. Je ne disais pas que 30 €, c'était pas négligeable. Je disais que nous, on faisait déjà le financement de permis pour les gens les plus précaires à hauteur de 1 800 €. Et que ce qui est le plus cher dans le permis, ce n'est pas le code à 30 €, ce sont les heures de conduite. Alors oui, 30 € c'est bien, mais on fait déjà des choses et on fait plus que ce qui est proposé. Après, il faut, je pense, travailler en fonction des précarités. On peut pas. Là, la réponse est très complexe. Il y a des étudiants qui ont envie de travailler. Il y a des choses qui sont mises en place et il faut aller chercher les entreprises pour les encourager à embaucher des étudiants qui n'arrivent pas à finir leurs études aujourd'hui parce que la crise fait que les entreprises ne veulent pas prendre de stagiaires. Et du coup, c'est à nous d'aller inciter les entreprises. Et c'est ce qu'on fait déjà aujourd'hui en disant aux entreprises, vous vous plaignez qu'il n'y a pas assez de monde dans ce secteur-là d'activité et à l'inverse, vous ne prenez pas en stage les jeunes qui font leur dernière année d'études et du coup leur stage, vous ne voulez pas les prendre parce que le Covid fait que vous n'avez pas d'activité ou que vous n'avez pas la possibilité de les accueillir. On a mis en place des plateformes, Jobavis par exemple. On fait de l'aide et du soutien dans les centres de vaccination, là où aujourd'hui l'État s'est complètement désengagé et c'est l'entièreté des communes et des métropoles qui financent les moyens humains. Aujourd'hui, la région propose des contrats pour les étudiants cet été, au mois de juillet, quand les bénévoles de ces centres, parce qu'il n'y a pas que des gens qui sont salariés, il y a aussi des bénévoles voudront prendre des vacances, auront besoin d'aller faire autre chose. La région propose d'embaucher des étudiants pour faire le travail qu'aujourd'hui faisaient les bénévoles. Donc la précarité, c'est très large. Et je pense qu'en fonction des… Vous parliez tout à l'heure, Mohamed, de la précarité menstruelle. Il y a déjà des choses qui se font, notamment dans les lycées. Aujourd'hui, les infirmières ont des budgets pour pouvoir acheter du matériel pour les règles. Sachant qu'effectivement, il y a des études, enfin pas des études, mais des démarches qui sont mises en place aujourd'hui, des essais pour savoir quelle serait la chose la plus adaptée pour permettre à chacun de pouvoir acheter son matériel, mais plus largement sur une question de produits d'hygiène. Parce que la précarité menstruelle, certes, mais voilà, il faut savoir qu'à la base, la région, on a ouvert l'aide alimentaire aux produits d'hygiène parce que faut aussi être propre et s'accepter soi-même. Donc voilà, la précarité, c'est très large. Suivant les sujets, il y a plein de propositions dans chacun de nos programmes. Et j'imagine qu'on sera tous d'accord pour dire, n'hésitez pas à aller les lire chacun de notre côté et en fonction des sujets, vous pourrez retrouver des réponses. Merci. J'ai pas eu tout le monde, je crois. Oui, attends. Du coup, je pense qu'on a fini. Anaïs, c'est bon? Mais c'est bon pour moi. Il me reste juste à vous remercier, en tout cas, d'avoir joué le jeu, d'avoir accepté de faire ce débat. Merci beaucoup, Mohamed et Capucine. Je pense que vous avez été au top et que c'était en tout cas super intéressant. J'espère que ça aura pu aider des gens à se faire une idée des idées que représente chacune des listes. Et je vous souhaite une bonne soirée. Voilà, tout simplement. Et je vous libère de Zoom. Merci à vous. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci à tous. Et Merci, bonne soirée à tous. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée.